Bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche pour ce deuxième rendez-vous du musée Dans mon canapé, notre programmation digitale pour le musée de la Grande Guerre au mois de novembre. Et donc, petits et grands, hein, si vous nous suivez cet après-midi, je vous propose de découvrir les collections du musée, une découverte générale, les pièces emblématiques, et puis voilà, parler un peu de tous ces protagonistes de la guerre, en tout cas une partie. Et voilà, donc en fait, ça ne va pas être plus simple que ça. Ben, je vous emmène avec moi. Voilà, vous me retrouvez donc dans un espace qui est assez grand hein, dans le musée. Vous apercevez derrière moi déjà une partie des collections, les soldats du début de la guerre qui sont présentés ici dans cet espace 1914. Les soldats qui vont être mobilisés dès le début du mois d'août et qui vont donc rejoindre les armées, être appelés sous les drapeaux. Dans cette vitrine, on présente différents uniformes. Il y a des uniformes français, uniformes et matériels français, britanniques et allemands principalement. Il y a d'autres choses que vous pourrez aussi découvrir plus tard. Je fais exprès de ne pas tout vous dire tout de suite. Et puis un peu plus en arrière, une statue pour un personnage qui, en ce début de guerre, après quelques semaines de combat, va prendre une décision relativement importante. Et donc, je vous propose de se rapprocher d'un objet qui a été, qui est dans le musée, voilà, et qui est très emblématique aussi du début de guerre. C'est ce véhicule, le taxi de la Marne. Je vais juste voilà, vous le montrer en entier et me placer à côté. Vous aurez une idée comme ça du volume. Voilà, un véhicule relativement grand, mais surtout très emblématique dans la mémoire collective aussi de la Première Guerre mondiale. Un taxi de la Marne, un taxi âgé pour ce modèle, qui donc, par rapport à ce début de guerre, on est au début du mois de septembre 1914, les armées alliées ont perdu la bataille des frontières, à la frontière franco-belge essentiellement, ont dû se replier rapidement. Les troupes allemandes les ont poursuivies dans un mouvement, hein, c'est vraiment ça la guerre de mouvement, c'est ce déplacement des troupes, et donc les ont rattrapés et se sont dangereusement rapprochés de Paris, la capitale française qui là va se sentir très en danger. Le point le plus proche de la capitale, c'est le secteur de Meaux. Il ne reste qu'une petite cinquantaine de kilomètres pour peut-être gagner la guerre côté allemand. Et donc, ce n'est pas possible. Le général Joffre avec le général French, qui vont se rencontrer au château de Vaux-le-Pénil, vont prendre une décision, celle de contre-attaquer le long de la Marne, dans la vallée de la Marne. Donc, c'est une bataille qui va être assez étendue. Et le secteur de Meaux va faire aussi l'objet de combats assez importants. Le général Gallieni, lui, qui est commandant en chef du camp retranché de Paris, va prendre la décision de constituer des renforts, la 6e armée, et de réquisitionner des véhicules. La réquisition est déjà quelque chose d'établi au moment où la guerre se déclenche. Et donc, on réquisitionne les taxis parisiens. Le seul problème pour lui, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de taxis que ce qu'on espérait, à peu près 1200, qui finalement ne vont être que d'un peu plus de 600 véhicules. Les chauffeurs, eux, sont mobilisés pour transporter les troupes. Et là, quand vous regardez le véhicule, vous devez vous demander un peu où est-ce qu'ils vont se placer. Ce sont des hommes du 103e et du 104e régiment d'infanterie qui vont être transportés par les chauffeurs et leurs véhicules. Et il y en a un qui va prendre place à côté, il y en a qui vont prendre place à l'intérieur, et même si ce véhicule a l'air très grand, en fait, il n'y a pas tant de place que ça pour s'asseoir, surtout au regard du matériel qu'ils transportent, le barda, le fusil, les gamelles, etc. Donc, on prend place et on va transporter jusqu'à 5 soldats, puisque là, j'en ai donné que 3. Certains vont prendre place sur les marchepieds, ce qui peut paraître assez étrange, mais finalement, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la propagande, puisque la propagande va aussi couvrir, on pourrait dire aujourd'hui de manière un peu médiatique, cet événement donc, qui a lieu les 6 et 7 septembre 1914. La bataille de la Marne commence le 5 et se terminera aux alentours des 10 et 11, voire un peu plus tard selon les secteurs,
Officiellement, en tout cas, le 11, la bataille est gagnée par les troupes françaises, aidées par les troupes britanniques et quelques troupes aussi issues de territoires coloniaux. Voilà, donc une pièce vraiment emblématique qu'on a la chance d'avoir chez nous, mais pas que. Alors je vous propose d'aller un peu plus loin. Et le temps que je me déplace, je vous propose également d'avoir quelques images de ce départ pour un été, vraiment dans l'idée d'une guerre qui devait être courte. On rassemble les hommes, on se dit au revoir. C'est un moment qui est douloureux pour les familles également. On en parle dans la presse. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques images qui permettent aussi de changer un peu de point de vue, puisque en Allemagne, finalement, on va vivre les choses de la même manière. Hop, il y a un tout petit peu de bruit, mais c'est pas trop grave. Voilà, et quelques photos de ces armées, le 103e régiment, donc transporté par les taxis. Le fameux barda, ce paquetage, ce sac réglementaire. Et le fantassin allemand avec son fameux casque à pointe. Voilà. Alors, j'ai changé d'endroit. Une salle dans laquelle on a un peu le sentiment d'être comme dans un laboratoire d'idées, un laboratoire d'innovation, de recherche. La guerre va accélérer les technologies qui vont être développées, que ce soit dans le domaine de l'armement, mais aussi de la motorisation, etc. Il y a des choses que je vais vous montrer aussi par la suite. Là, je voudrais m'attarder sur un sujet en particulier qui est peut-être banal aussi pour nous, c'est la question du camouflage. Le camouflage, c'est vraiment de protéger les hommes, les armées presque dans leur intégralité, puisque cette guerre va s'enliser à l'automne 1914 et que les besoins vont être nouveaux avec la guerre de position. Les hommes étant dans les tranchées et par rapport à leur façon de combattre, il va falloir trouver des solutions. Ici, je vous présente deux tenues. Une de Corbin, Eugène Corbin, grand commercial de la ville de Nancy et surtout grand amateur d'art. Et puis la cape à cagoule de Guirand de Sévola, qui lui est un artiste peintre issu de l'école des beaux-arts de Paris et qui va être mobilisé, hein, les deux vont être mobilisés. Et donc cette tenue, on la surnomme la Sévolette, voilà, tout simplement. Elle a un effet assez particulier, presque effrayant. Souvent, ça peut surprendre le visiteur quand il peut venir sur place, mais vous voyez que même en ayant les portes fermées, on a envie que vous soyez un peu avec nous. Ces deux hommes, et c'est ce que représentent finalement quelque part ces deux tenues assez différentes, c'est cette rencontre de deux univers au départ assez éloignés, mais ces deux hommes vont travailler ensemble de manière très empirique durant les premiers mois de la guerre et vont commencer à tester du camouflage, surtout à travers la pratique de la peinture. Et c'est là où Guirand de Sévola va se servir de son savoir-faire au service de l'armée, au service des hommes, plus encore. Et donc ces essais de barbouillage, de projection de peinture sur des tenues réglementaires comme le manteau ici de Eugène Corbin, ou alors sur des matériels un peu plus anecdotiques parce qu'on ne les voit pas trop habituellement. Et donc cette rencontre va se faire et va générer du coup la création au bout de plus d'essais, d'un peu plus de temps, puisqu'on est en 1915, quand les sections de camouflage vont être créées. Le général Joffre va être d'une certaine manière convaincu par l'utilité de protéger les hommes. Du coup, l'insigne officiel de la section de camouflage des caméléons, des camoufleurs, ce sera justement ce petit animal, le caméléon, qu'ils auront sur leur brassard et qu'on retrouve aussi en iconographie. Voilà, donc un animal qui finalement peut aussi nous raconter plein de choses. Ce camouflage, il va être mis en application. J'ai ramené un objet pour vous le montrer. Donc c'est un casque allemand, un casque d'acier, qui n'est pas un modèle d'époque, si je le manipule, c'est une reproduction, mais qui permet aussi de se rendre compte de ces motifs, ces tracés noirs, ces couleurs vives et ces couleurs foncées qui se côtoient. Donc voilà, un exemple d'objet qui permet aussi de se rendre compte de ce que peut être le camouflage et toute la réflexion qu'il va y avoir sur ce camouflage.
Justement, je vais me déplacer un petit peu, laisser le casque où il est, puisque vous apercevez aussi d'autres vitrines, et je voudrais vraiment m'en rapprocher, pour parler d'un autre domaine où on va mettre en application. Voilà, je vous montre vraiment le motif, un peu comme celui du casque. C'est ce motif assez géométrique qui vient vraiment des artistes qui vont être mis au service du camouflage. Là, on est sur un entoilage de l'aviation, puisque le camouflage va vraiment être appliqué à la fois ce qui est nouveau et ce qui est existant. Et puis, on va élargir les domaines, pas que dans les matériels des soldats. On va aussi devoir s'adapter au terrain. C'est ce dont témoigne cette photo. On voit un canon camouflé par tout simplement du branchage. C'est très empirique, finalement, cette guerre. Et puis des manuels qui vont donner des instructions de plus en plus précises. Et là, je voudrais vous montrer cette maquette de bateau pour ce qu'on appelle, et le tableau au-dessus, ce qu'on appelle le diesel painting. Je suis désolée pour mon accent anglais, mais c'est vraiment ces formes géométriques, ces couleurs qui se côtoient, qui vont venir casser les formes des navires, puisque la guerre s'étend de plus en plus. Voilà, donc un camouflage qui est très important et qui va petit à petit contribuer à ce basculement dans le monde moderne. Je voudrais vous montrer quelques images de la bataille de la Marne pour reprendre également certains éléments. Voilà, le général Joffre que j'ai évoqué avant, et puis vous allez voir donc le général Joffre, le général Gallieni, je commence à mélanger les noms, voilà, et une fiche de réquisition pour les taxis. Donc c'est vraiment la société dans son intégralité qui va être mise à contribution. Et quand on dit la société dans son intégralité, c'est aussi le travail dans les usines. On part pour une guerre qui va être courte. Finalement, cette illusion va très rapidement tomber. Après la bataille de la Marne, c'est la course à la mer, cette remontée des armées jusqu'à la mer du Nord, en passant en partie par la Belgique. Et c'est là où le front se fixe sur environ 750 km. À partir de ce moment-là, ce ne sont pas que les ressources économiques des campagnes qui vont devoir être mobilisées. C'est une mobilisation totale des sociétés, donc des civils. Avec cet objet, moi je voulais aborder aussi un tout petit peu le rôle des femmes dans la guerre, très très rapidement, les munitionnettes, parce qu'encore une fois, ça fait partie aussi des images un peu connues que l'on a de la guerre 14-18. Ce tour à usiner permet donc la fabrication d'obus là plutôt de calibre 75 pour un modèle qu'on présente dans la machine, et j'en ai un autre ici, hop, pour vous montrer quand même que, et puis c'est un petit peu lourd, qu'un obus c'est déjà d'une bonne taille. Là on a la cartouche entière, la partie supérieure en haut c'est l'ogive explosive, et la partie en métal jaune, en cuivre, c'est la douille d'obus qui servira, mais qui va aussi voilà, être un métal fortement sollicité dans le cadre de l'armement. Ce qui signifie qu'on va avoir aussi beaucoup d'entreprises qui vont travailler pour les armées. Je pense à l'entreprise Schneider, qui est une entreprise métallurgique et sidérurgique, qui va produire beaucoup pour l'artillerie en particulier. Voilà, il y a des publications qui raconte aussi toute l'aventure de l'entreprise Schneider, mais pas que, bien évidemment. La munitionnette, quand elle travaille à l'usine, cette ouvrière des usines de la défense nationale, elle va avoir une journée assez lourde, aussi fatigante, éprouvante, entre 12 et 14 heures par jour. On va manipuler l'équivalent de 3 à 4 tonnes de métal. La journaliste Marcel Capi va aller en immersion dans une usine et va ensuite publier son expérience. Et dans ce qu'elle raconte, la munitionnette qui se trouve au poste de vérification des dimensions de l'obus voit passer entre ses mains 900 000 obus en une année. C'est énorme, c'est fatigant, mais il faut tenir. Et ça, c'est l'effort de guerre sans lequel les armées ne peuvent pas tenir au front. Donc finalement, quand on dit mobilisation totale, c'est parce qu'on aurait
certainement pas pu faire sans l'effort de guerre à l'arrière. Par les enfants aussi qui, à leur niveau, feront des choses, mais encore une fois, ça, ce sera pour une autre fois. Je vais continuer de vous emmener un peu plus loin. Voilà. Donc j'espère que surtout tout va bien pour vous. Vous voyez que derrière moi, il y a encore plein de choses à découvrir. On en garde quand même un petit peu pour la suite. Et il y a une pièce emblématique aussi du début de guerre et qui va évoluer, que je voudrais vous montrer également. Et le temps que je m'y déplace, je vous propose juste de revenir sur cette question du camouflage. Voilà, pour illustrer la cévolette que je vous montrais tout à l'heure, et puis ces questions de camouflage de terrain. Les systèmes aussi d'observation avec les périscopes de tranchées. Et c'est vraiment l'ensemble des matériels, une très très grande partie des matériels qui va être camouflé. Voilà, vous retrouvez l'image aussi des manuels pour le camouflage maritime. Voilà, alors, je suis revenue dans l'espace dit principal du musée parce que là aussi, un incontournable, c'est cet avion d'une envergure de 10 mètres à peu près, ce Blériot modèle 11. Je zoome un peu dessus pour que vraiment vous puissiez en profiter. C'est un monoplan biplace, donc du début de guerre, hein, qui va être pas mal utilisé d'ailleurs. Et on a la chance de la voir. Quand on le regarde comme ça, pour être très sincère, on a l'impression que cet avion a beaucoup de câbles, que c'est une caisse à savon. On voit les cylindres du moteur et l'hélice est en bois. Il y a de grosses roues. Bref, pour nous, c'est vrai que cet avion, on ne lui fait pas énormément confiance. Pour autant, les armées françaises vont justement exploiter l'aviation qui est déjà existante, peut-être encore un peu balbutiante. C'est un avion d'observation et de mission de reconnaissance qu'on va utiliser là, dès le début de la guerre. D'ailleurs, pour la bataille de la Marne du début du mois de septembre 1914, les avions avaient déjà contribué à repérer aussi. Donc vraiment, l'aviation va avoir un rôle de plus en plus prépondérant au cours de la guerre. Ce monoplace a déjà une vitesse d'environ 110 km/h pour la vitesse maximale. C'est vraiment une chance que de l'avoir. Et puis de se rendre compte aussi de ce développement. Quelque chose de surprenant, je vous remontre aussi les soldats, la cavalerie. Voilà, quelque chose d'assez surprenant pour les débuts de la guerre, mais finalement les hommes vont s'y habituer. Je vais vous remontrer quelques images également pour le rôle des femmes, le temps de me déplacer encore vers un autre endroit parce que vraiment on a envie de vous montrer plein de choses. C'est l'appel à tous. C'est pas que le travail dans les usines, c'est également la mobilisation de ressources dont on va avoir vraiment besoin. Donc quand on dit ressources, c'est vraiment des ressources physiques, de la matière première. Là, vous voyez la fabrication des canons, des obus, des pièces d'artillerie. Et puis la propagande qui va, elle aussi, entrer en action avec beaucoup d'affichage. Là, vous vous rendez compte que dans les usines, on produisait énormément. Tous les matériels, comme là, on voit l'emboutissement de casque. Je pense qu'on dit emboutissement pour la plaque de métal. Sinon, vous m'excuserez si ce n'est pas exactement le mot. Les jeunes gens, pour ne pas dire les enfants, puisque les enfants n'allaient pas travailler à l'usine de manière systématique, voilà, vont contribuer aussi. Et là, vous voyez vraiment ces munitionnettes en situation, un travail à la chaîne qui va être extrêmement important. Voilà, allez, on abandonne un peu les munitionnettes et je vous emmène. Là, c'est un incontournable, vraiment, on ne peut pas passer à côté. Les tranchées. Donc vraiment, le temps que je braque sur cette première tranchée, ce décor, voilà, pour vous donner aussi une vue d'ensemble de ce que l'on a souhaité reconstituer. Et aujourd'hui, ce que je voudrais aborder, en tout cas avec vous, et n'hésitez pas si vous avez
Si vous aimez, et puis aussi si vous avez des questions pour tout à l'heure. Ce sont les matériels de tranchée, l'armement de tranchée, la vie quotidienne. Voilà, il faudra patienter un petit peu avant d'en parler. Alors je me rapproche à présent d'une pièce qui est utilisée dès 1914. Quand je dis une pièce, ce n'est pas nécessairement celle que vous voyez. La mitrailleuse de la mitrailleuse, tout simplement, qui a une puissance de tir relativement importante et qui est effectivement utilisée assez rapidement dès les débuts de la guerre, puisque c'est une puissance de feu qu'il a par rapport aux fusils Lebel français, fusils Mauser allemand ou Lee Enfield britannique, va forcément donner un certain avantage. En particulier, quand on va découvrir les sites de mémoire à travers la France, on se rend compte que les hauteurs et les mitrailleuses peuvent faire une grosse différence. Ici, dans ce décor, elle est placée à un poste de tir, une plateforme où le soldat va être protégé, va pouvoir voir sans être vu, va pouvoir tirer sans être forcément atteint. Les sacs en toile de jute étaient aussi là pour protéger les hommes. Et puis vous apercevez en haut à gauche un objet. Alors, un objet encore une fois qui n'est pas un original, qui est une reproduction à l'identique, le fameux casque Adrian. Louis-Auguste Adrian, intendant général aux armées, va proposer cette protection. Alors, on ne va pas tout de suite arriver sur ce casque en métal. On va d'abord avoir uniquement la partie semi-sphérique qu'on appellera la cervelière, qui sera portée soit par-dessus le képi, soit en dessous. Du coup, comme c'est globalement un bol, ça va aussi servir au quotidien pour les soldats. Mais le soldat, quand il est dans la tranchée et qu'il veut regarder par-dessus, les blessures à la tête vont se multiplier, puisque le képi est en tissu au tout début de la guerre. Et donc, le métal, véritablement, va s'imposer pour énormément de choses. Et c'est finalement la matière qui correspond à l'idée de l'industrialisation de cette guerre. Donc voilà pour le casque Adrian, ici un casque de l'infanterie, avec cet insigne, République française, la grenade avec son panache. Et donc cette pièce qui va absorber certaines vibrations, puisque le bombardement, le marmitage pour les soldats par les artilleries va être assez conséquent. Entre le bruit et les déflagrations, ce casque va devenir indispensable. Je vais le laisser ici et vous montrer d'autres objets qu'on a dans ce décor. Alors, les armes se multiplient avec la guerre de position, et dans cette caisse, vous apercevez des... Voilà, je vous les montre aussi. Des grenades, des armes de poing qui vont aussi se démultiplier, et beaucoup de modèles vont être essayés, testés et développés, et donc vont permettre aussi la démultiplication des moyens de combat. Pour ces soldats qui parfois avaient un peu de répit, c'est ce qu'on devine avec ces images archives. Cependant, ils vont manquer de moyens au tout début de la guerre de position, et donc on aime bien parler de ces crapouillots, de ces mortiers de tranchée. Si vous regardez bien, c'est des pièces de bois, on a fixé des morceaux de métal. En fait, les hommes vont faire preuve d'une grande ingéniosité pour s'adapter véritablement. C'est une très grande adaptation de leur part. Ils vont fabriquer un moyen de combat avec les moyens du bord. C'est vraiment ce système D qu'on retrouve ici à travers ces deux objets, auxquels répondent un peu plus loin de manière plus industrielle ceux qui sont tout au fond de la tranchée, en particulier le mortier 58T qui est gris clair avec une bombe calée dedans. Donc c'est vraiment toute une technologie, pas que des armes qui sont là pour détruire et créer des dégâts et mettre en difficulté son ennemi. C'est véritablement toute une ingénierie qui se cache derrière, comme quoi l'arrière, il y a beaucoup d'émulation et de monde qui travaille. Un peu plus au centre de votre image, un autre modèle de moyen de projection de mortier explosif. C'est vraiment ces deux fusées rouges qu'on voit le mieux. Donc voilà, on va véritablement varier. Et puis, dans le fond de la tranchée, alors j'espère pouvoir vous le montrer correctement, on aperçoit un autre modèle, un peu plus long. Les hommes qui se tenaient à côté avaient aussi une adaptation à avoir par rapport au bruit que ça générait, et
Et voilà. Et donc les dégâts vont être assez importants. On a dans ce décor reconstitué une partie No Man's Land, une évocation de No Man's Land, qui donne vraiment cette idée de dégâts, mais aussi de système de protection avec ces tiges en métal qu'on surnomme les queues de cochon en argot de tranchée. Et le hérisson, même si on n'est pas que sur les animaux dans la Grande Guerre, qui est un sujet pourtant très intéressant, les barbelés, les rouleaux de barbelés qu'on surnommait les hérissons, qu'il va falloir installer. Et vous voyez que la guerre, c'est un gros dépotoir, puisque les armes vont aussi joncher les champs de bataille, vont devenir des obstacles et vont devenir des pièces dangereuses. Et parmi les pièces dangereuses, celles-ci, hop là, donc je fasse la mise au point, celles-ci aussi sont, ma foi, assez particulières, ce sont les chausses-trappes. Ça donne déjà une idée quand c'est soulevé par une explosion avec la terre et que ça retombe. Là, on comprend véritablement qu'un casque en métal va être vraiment nécessaire, complètement indispensable même. Je continue pour vous emmener cette fois-ci du côté de la tranchée allemande reconstituée avec voilà, une vue d'ensemble. Cette fois-ci, vous voyez qu'on retrouve des pièces similaires, mitrailleuses, un fusil sur un support qui est réglable pour que le fusil devienne un lance-grenade, des mortiers de tranchée, là beaucoup plus industrialisé. Mais le système de tranchée, lui aussi, va s'industrialiser quand on regarde ce décor. Pour les soubassements, on va trouver de la tôle en métal. Encore une fois, on mobilise toutes les ressources. Et puis, pour la partie du parapet, c'est encore dans un gris différent, c'est le béton. Les armées allemandes, vont avoir une capacité particulière à bétonner leurs tranchées et même les parties souterraines de tranchées. La guerre des mines, on en parlera aussi une autre fois, un sujet aussi très intéressant. Mais du coup, avoir un système défensif qui soit tenable. Et c'est là où on comprend certainement encore plus cette question ou cette expression de la guerre de position. Fixer une position, pas n'importe comment, hein, les tranchées, il y a vraiment toute une manière de les creuser, de les organiser, de les étayer. Et donc, l'armée allemande, en tout cas dans un premier temps, va être particulièrement aguerrie sur ces principes d'industrialisation. C'est une industrialisation de la guerre qui, en résultat, donnera une industrialisation de la blessure et bien évidemment de la mort. Alors, je me rapproche simplement pour rebalayer d'un peu plus près ce que j'ai cité. La mitrailleuse, toujours sur une plateforme à un poste de tir. Le fusil sur son support, quand je disais réglable, c'est vraiment la partie basse. Et puis, donc il y a les caisses de munitions, hein, bien évidemment, puisque le ravitaillement va être important. Et les mortiers de tranchée qui, cette fois-ci, nous avons choisi, pour le zoom, nous avons choisi dans ce décor de montrer des pièces plus modernes, voilà, pour être en complémentarité, et ça fait partie du coup de la découverte. Alors, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin pour continuer de vous montrer des pièces emblématiques. Hop, je vous la montre tout de suite. C'est ce camion, le temps que je le rejoigne. Voilà, cet énorme camion, vous allez voir que c'est un poids lourd. C'est le Berlier modèle CBA, un poids lourd donc, de l'entreprise Bélier qui travaille déjà... Berlier, pardon, vraiment, je suis désolée de bafouiller. Voilà, vous en serez indulgents, j'espère. L'entreprise Berlier, aujourd'hui Fondation Berlier, qui fait vivre aussi la mémoire de cette entreprise et du patrimoine qu'il représente. Un patrimoine dont on bénéficie nous aussi au sein du musée. Et donc ce poids lourd énorme et d'un point de vue économique et technique assez rapide et peu cher à fabriquer, enfin peu cher, on s'entend bien évidemment. En tout cas, l'entreprise va passer un contrat avec l'armée française et ne va produire que ce camion-là, uniquement pour l'armée, dès 1914. Un contrat qui implique la production d'une centaine de pièces par mois, ce qui n'est pas rien,
mais ce qui veut dire qu'elle est en capacité de le faire. On va donc avoir un peu plus de 15 000 camions de ce type qui vont être fournis par l'entreprise à l'armée tout au long de la guerre. Et puis ce camion, c'est aussi une pièce emblématique, il y a un indice dessus, pour un événement très marquant dans notre histoire nationale. Alors, juste pour que vous puissiez bien le lire, je change de point de vue. Voilà, vous voyez la date qui est indiquée à l'avant du véhicule, Verdun 1916. Verdun 1916, c'est évidemment la bataille de Verdun qui va commencer en février et qui va durer 10 mois. Je vais juste changer voilà, de point de vue pour que ce véhicule, vous puissiez également, encore une fois, en profiter. Avec un châssis quand même très haut, on voit que voilà, on a aussi dans l'idée d'un véhicule qui doit évoluer sur des terrains. Et justement, ce terrain, en 1916, c'est la voie sacrée. C'est un des véhicules qui va le plus circuler sur cette route qui relie Bar-le-Duc à Verdun, la ville de Verdun, la citadelle de Verdun. Un secteur où les troupes allemandes décident d'attaquer parce qu'il est finalement un peu affaibli. Les forts ont été en partie désarmés et on va profiter de l'occasion. Il va devenir véritablement le symbole, un des grands symboles de cet engagement de la quasi-totalité des troupes françaises dans une expérience collective du don de soi pour la défense de la patrie. J'aime beaucoup cette phrase parce que je trouve qu'elle nous donne véritablement la mesure de ce qu'on a pu ressentir au moment de cette bataille encore très sacrée de nos jours. Et donc ce véhicule qui permet le transport de troupes, qui permet le transport de toutes les marchandises, les matériels qui vont être nécessaires, un ravitaillement qui va devoir être en flux continu tout au long de cette route, ce qui veut dire concrètement qu'un véhicule aussi énorme que celui-là, s'il tombe en panne, on va le pousser sur le côté de la route pour que le reste des véhicules, y compris les véhicules hippomobiles, puissent continuer ce ravitaillement ininterrompu. Ça veut dire que la route, on va devoir la terrasser, l'élargir véritablement. Donc il va y avoir des travaux également pour que cette route permette ce flux continu des véhicules à vide et de ceux qui partent à plein avec des armes, des munitions, de la nourriture, etc. etc. Donc une pièce sur laquelle on ne s'arrête pas toujours, mais alors aujourd'hui c'était vraiment l'occasion de le faire. Et je voudrais vous montrer quelques images également où justement on retrouve cette idée d'industrialisation. Alors vous allez revoir des images du canon de 75 et de son caisson de munitions, la fameuse mitrailleuse, et puis ces véhicules à Verdun qui arrivent, qui sont chargés, et la voie sacrée. Les mortiers de tranchée et cette industrialisation avec une artillerie qui va devenir démentielle au point qu'on va avoir des dépotoirs énormes et la LVF. Voilà, l'artillerie, en fait une artillerie à longue portée sur voie ferrée et qui montre véritablement la démesure dans cette course à l'armement. Je vais encore me déplacer parce que j'ai encore envie de parler de certaines choses. Et cette fois-ci, aujourd'hui, de faire un clin d'œil, hop là, que je ne tape pas dans les obstacles, de parler aussi de l'engagement de certaines femmes durant cette guerre. Alors, hop, petit obstacle, deuxième petit obstacle, c'est comme si vous y étiez. Voilà, donc dans un espace, vous voyez ces portraits qui nous rappellent ce qu'a été l'engagement des femmes durant cette guerre, ce qu'elles ont subi également. Et je voudrais vous parler de cette femme, mais pas que d'elle. Voilà, je vais me placer à côté d'elle. Parce que là, on a un mot aussi qui nous donne à comprendre ce qu'a été l'engagement des femmes. Il a été multiple, il a été énorme. C'est un des bouleversements aussi que la guerre 14-18 va apporter dans ce basculement du monde moderne, c'est la place de la femme dans la société. Et certaines vont prendre aussi, vont endosser un rôle peut-être moins connu en tout cas aujourd'hui, c'est celui de combattre, de s'engager avec des armes dans les mains. Cette femme,
va se faire passer pour un homme. C'est Milunka Savic qui est tombée dans l'oubli ensuite. Et c'est grâce à une journaliste qu'elle a pu, sur la fin de sa vie, revenir un peu sur le devant de la scène et qu'on rende à César ce qui était à César. Une femme qui va combattre comme un homme, qui va donc avoir un engagement extrêmement fort jusqu'à être blessée. Parce que cette blessure va avoir lieu, on va se rendre compte de la véritable identité de, normalement, ce soldat. Et finalement, elle va avoir fait tellement preuve de courage qu'on va la laisser réintégrer les armées. Cette femme est serbe. Elle fait partie de l'histoire de la Serbie, un pays qui a énormément payé pour la Première Guerre mondiale. Pays où finalement, il y a aussi des choses qui vont se déclencher en 1914. Elle est l'occasion pour moi aussi aujourd'hui de parler des bataillons de la mort, les bataillons féminins en Russie qui vont être créés à l'initiative particulièrement de Maria Boshkareva, une femme aussi de caractère, d'un engagement certainement très fort, donc des bataillons combattants féminins et russes qui vont prêter allégeance en 1917 donc, au gouvernement provisoire de Kerensky. Certaines vont basculer du côté bolchevique, puisque 1917 en Russie, c'est aussi ce bouleversement qui arrive que d'une nouvelle société qui est en train de se mettre en place avec la révolution russe et la chute du régime tsariste. On a donc là aussi des rôles différents. Il y a eu les femmes infirmières, il y a eu les munitionnettes, il y a eu les veuves, on le connaît un peu plus. Les femmes combattantes, c'était l'occasion aujourd'hui de les remettre un tout petit peu à l'honneur, mais je n'en parle pas plus. Voilà. Et on va continuer ensemble. On va continuer dans cette direction. Alors, vous apercevez torpille, uniforme de marin. On va continuer vers d'autres éléments qui sont assez notables aussi dans le musée. Alors, j'aime bien les camions, peut-être, me direz-vous. Mais alors, celui-là, il a quand même une histoire assez sympa. C'est le Latil Tar, donc un camion tracteur pour l'artillerie. C'est pour ça que je vous montre son attelage arrière. C'est ce canon de 155. Il permet, avec ses 40 chevaux, son moteur à 4 cylindres, de déployer une puissance de tractation assez importante. Et en fait, dès 1913, on a ce type de véhicule. Encore une fois, merci à la Fondation Berlier, qui est un prêteur important pour nous et qui permet de faire bénéficier à tous de ce patrimoine. Un camion aussi au châssis assez haut pour pouvoir aller sur des terrains très accidentés, peut-être encore plus que le camion Berlier CBA que je vous ai montré juste avant. Ce véhicule, il a été acquis par la Fondation Berlier en 1985. Il va être remis en état, reconstitué aussi pour certaines parties. Et ça représente plus de 3000 heures de travail par des passionnés, par des spécialistes, et on les en remercie. Ce travail va être tel que le 11 novembre 1986, ce véhicule roule lors des commémorations du 70e anniversaire des commémorations de la bataille de Verdun sur les Champs-Élysées, en tout cas à Paris. Donc une belle reconnaissance. Et depuis le 11 novembre 2011, ouverture du musée ici, ce camion est visible et continue de vivre avec l'ensemble de nos collections. Voilà, donc c'est un véhicule qui va permettre aussi du transport de matériel puisqu'il a une partie arrière comme le CBA. Il va y avoir aussi pour ces véhicules des modèles pour les services de santé, plus le CBA d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est vraiment un développement et un basculement dans la modernité qu'on a de plus en plus. Alors, j'ai encore un véhicule à vous montrer, mais vraiment, je les aime bien. Qui se trouve pas loin, c'est aussi une pièce très emblématique qu'on peut découvrir aussi dans d'autres musées, mais le nôtre est aussi en motif de camouflage. Donc pour rebondir sur tout à l'heure, le camouflage, la preuve que c'était vraiment important. Ce char Renault FT, qui ici est un modèle mâle, avec cette tourelle qui peut pivoter à 360 degrés. C'est un blindé léger.
C'est un peu la nouvelle cavalerie qu'on va avoir sur la fin de la guerre. Les chars commencent à être utilisés assez massivement dès 1916. Dans l'armée française, il y a le Saint-Chamond, d'ailleurs un des derniers encore en fonctionnement, mais qui a aussi eu beaucoup de restauration, c'est celui de l'association Mémoire de Poilus. Et on espère un jour qu'ils pourront venir chez nous pour en faire bénéficier tous ceux qui voudront le découvrir. Le FT, le Renault FT est le plus léger avec 6 tonnes et demie, donc c'est quand même pas rien. Ici dans le musée, il ne fait plus ces 6 tonnes et demie, le moteur n'est plus à l'intérieur. Cependant, il est présenté comme ça, comme une bête qui sort de cette fosse, parce que ces véhicules permettaient d'accompagner l'infanterie sur des terrains, encore une fois, qui étaient très bouleversés par les tirs d'artillerie. L'artillerie est la reine des champs de bataille. Et donc permettait de passer les lignes de barbelés, d'enfoncer des lignes. En tout cas, c'était l'objectif. Il est relativement maniable. Son équipage est composé de 2 personnes, 2 soldats, un commandant chargeur-tireur, et le conducteur. Le conducteur qui se tient vraiment à l'avant, le plus à l'avant possible. Et le chargeur-tireur, je suis désolée avec la vis, c'est un peu étrange les gestes que je fais, mais qui se tient vraiment dans la tourelle pour ne pas être en position statique et devoir absorber les vibrations du véhicule et le bruit des moteurs, etc. Il y a une sangle en cuir qui lui permet en tout cas d'être un peu plus stable et donc de charger, et je les ai ramenés là, des obus, j'espère que vous les voyez correctement, des obus de 37 mm pour ce modèle. Des obus qui ont l'air un peu petits, mais qui, malgré tout, restent des obus. On retrouve la même forme que tout à l'heure. Alors, l'avantage de ceux-là, qui sont évidemment vides, c'est pour ça que je les manie, c'est que je peux vraiment vous montrer la douille d'une part, l'ogive de l'autre. Ça reste des obus, ça reste des armes qui créent des dégâts. Et le second que j'ai ramené, je vais me rapprocher un peu plus pour vérifier voilà, ce que vous voyez, c'est à l'intérieur. Donc on a la chance d'avoir cet obus découpé et pas complètement vide. On voit les poudres, les 2 poudres en fait qui sont réparties entre la douille et l'ogive et puis la partie percuteur. Voilà. Donc c'était vraiment l'occasion de vous montrer cela. Je vais les laisser là, ils ne serviront pas. Ce char d'assaut, ça va être aussi l'occasion par la force des choses en tout cas, de fabriquer aussi les fusils anti-chars. On en a un découvert dans le musée. Pour vous donner envie de venir dès que les portes se réouvriront, je ne vous le montrerai pas aujourd'hui. Voilà. Mais j'ai autre chose à vous montrer et ça me permet aussi de vous montrer le char. Voilà, de changer de point de vue. Le char est survolé. Hop. Il est survolé par cet avion. Et aussi un incontournable, il répond, cet avion, ce SPAD 13, il répond au Blériot 11 de tout à l'heure. C'est vraiment pour exprimer dans les salles du musée ce basculement, ces changements, ces évolutions. On est là sur un biplan monoplace qui peut aller à 230 km/h et qui est équipé de 2 fusils mitrailleurs et qui a une envergure de 8 mètres. Alors pour les enfants qui regarderaient, souvent on nous dit ce sont des cibles, le pilote il va être en danger parce que les soldats au sol pourraient tirer dessus. Non, c'est pour être identifié, c'est la cocarde française. Et c'est comme ça qu'on reconnaissait aussi les avions. Alors je vous montre quelques images avant d'y revenir. Voilà, une guerre qui est véritablement nouvelle. Les aviateurs qui vont être nouveaux, qui vont être d'horizons plus ou moins différents, certains issus de la cavalerie. Un avion allemand, là on voit cette insigne, cette croix allemande. Il y a l'Albatros, le SE5. On a de la propagande aussi, autant pour les armées que pour les civils, soit pour attaquer, soit pour se méfier. Il y a également les zeppelins. Voilà, et là on retrouve des véhicules dans l'idée de la guerre moderne et les fameux chars légers en argonne. Voilà, donc cet avion, je vais zoomer pour vous montrer d'un peu plus près.
L'hélice est toujours en bois, mais on voit les pots d'échappement, enfin, on en voit un, qui permet justement de libérer l'aviateur des fumées de moteur, de les renvoyer vers l'arrière. On a une ergonomie et une forme vraiment différente. Et surtout, le fait d'être un biplan va permettre, entre autres, de gagner en vitesse. Alors, parmi les as des as, je voudrais vous parler de René Fonck, qui est vraiment l'as parmi les as dans l'armée française, qui a gagné à peu près, qui a gagné 52 victoires sur ses 75 homologués, donc un chiffre qui n'est pas totalement négligeable et qui montre aussi que cet avion a fait ses preuves. Il va être utilisé même au-delà de la Première Guerre mondiale, puisque des armées comme celle de la Pologne ou du Japon ou même encore de la Grèce, pour ne donner que ces exemples-là, vont s'équiper après la Première Guerre mondiale. Voilà. Je vous refais une petite vue d'ensemble de l'endroit où je me trouve. Vous apercevez un 18 parce que vraiment on a ce parcours, en tout cas qui se veut chronologique. Et vous me retrouvez, je ne me suis peut-être pas beaucoup montré, mais ce qui est le plus important, c'est justement ce qu'on a dans le musée. Je voudrais, alors ça peut paraître peut-être un peu particulier ce que je fais là, mais je voudrais aussi vous montrer ce qui se trouve derrière moi, ces pierres tombales qui ont des formes différentes. Là, vous les voyez de dos, mais à la limite, bon, c'est pas très grave. Il n'y en a qu'une seule qui est noire, c'est la croix allemande. Et celles qui sont vraiment à proximité, en particulier celle-ci, que je ne touche pas, n'ayez pas peur. C'est une pierre tombale musulmane. À côté, c'est une pierre tombale juive. Les croix chrétiennes, on les connaît. Il y a la pierre tombale pour les agnostiques à l'autre bout là-bas. Et ici, pierre tombale avec une partie arrondie moins marquée, pierre tombale britannique. Un cimetière, l'idée d'un cimetière ici qu'on retrouve dans le musée pour aussi cette question de la construction de la mémoire, puisque l'armistice, ce n'est pas la fin de la guerre, c'est l'arrêt des combats, mais ça, c'est quelqu'un d'autre qui vous en parlera plus en détail. Moi, je voudrais juste voilà, vous mettre aussi quelques images qui reprennent l'idée de ce basculement dans le monde moderne, des photos de Didier Pazery qui sont magnifiques et quelqu'un qui travaille avec nous avec beaucoup de passion, des photos aussi à découvrir ici, des portraits, des belles rencontres qu'il a pu faire et qu'il continue de faire. Voilà, entre le 14 et 18, et puis le bilan qu'on va faire, le nombre de morts à la minute, hein, on a vraiment sur ce bilan de la guerre des chiffres. Et puis les années 20, début des années 20, on va construire ces monuments aux morts. Et puis Meaux, c'est une terre d'histoire, une terre de mémoire. La stèle dédiée à Charles Péguy, j'arrête un tout petit peu, un arrêt sur image, pour ce monument qui est très religieux, qui a été voulu par Monseigneur Marbeau, évêque de Meaux, et cette inscription que vous arrivez, je pense, à lire, tu n'iras pas plus loin. Ce message qu'on envoie aux ennemis au moment de la bataille de la Marne, et cette mémoire que la Société des Amis du Musée particulièrement continue de faire vivre avec aussi des passionnés, des historiens qui sont à nos côtés au quotidien. Des cimetières où on peut encore venir, et puis ce monument installé, construit et inauguré en 1932 à proximité du musée qu'on surnomme habituellement le monument américain, parce qu'un cadeau des Américains à la France, mais aussi la liberté éplorée en référence à une autre œuvre. Ce monument qui commémore la bataille de la Marne et à côté duquel est venu s'installer cet écrin pour nos objets, le musée de la Grande Guerre. Voilà, qui fêtera l'année prochaine ses 10 ans, et vraiment on espère pouvoir vous accueillir à nouveau là chez nous, dans nos murs. Ici, continuer de vous faire découvrir à la fois toutes ces histoires grâce à tout ce qu'on peut apprendre tous les jours. Je remercie également les spécialistes qui m'ont aidé. Ils se reconnaîtront. Voilà, je vais remercier aussi l'équipe qui est en backstage, les gens de l'ombre. Qui nous aide, en tout cas nous les médiateurs, à vous proposer cette programmation, le musée dans mon canapé.
J'espère et je pense peut-être qu'il doit y avoir des questions. Aujourd'hui, c'est un binôme, voilà, Marie et Marie. Donc Marie va me transmettre vos questions et je vais prendre le temps d'y répondre. Une question de Stéphanie sur les tranchées. Quelle était la longueur moyenne des tranchées? Oula, alors ça c'est une question assez difficile. Je ne connais pas la réponse exacte. Cependant, j'ai évoqué les manuels de tranchées. On a un front de 750 km de long, depuis la mer du Nord jusqu'à la frontière franco-suisse, et qui passe comme ça par différents territoires. Et puis on a différentes lignes de tranchées qui sont reliées les unes aux autres par ce qu'on appelle les boyaux, des tranchées de communication, entre la tranchée de tir, la tranchée d'appui. Donc la longueur d'une tranchée proprement dite, j'ai presque envie de dire que ça n'existe pas, mais je me renseignerai quand même auprès du service de la conservation qui est plus au fait de ces informations très scientifiques pour vous apporter une réponse. Voilà, mais la longueur pour un secteur donné va varier puisque c'est un système qui va être plus ou moins en zigzag. Je dis bien plus ou moins, ça dépend du type de tranchée. Émilie nous demande si les tranchées françaises étaient bétonnées. Alors, il y a eu aussi du béton, l'utilisation de tôles en métal dans des tranchées françaises. Hein, ce n'est pas réservé à l'armée allemande. Il y a des associations qui reconstituent des tranchées et qui nous permettent aussi du coup de redécouvrir ces différents matériaux qui ont été utilisés. Et puis il y a aussi une chose, c'est que quand on combat en face à face, une armée qui va attaquer, qui va réussir à récupérer une tranchée ennemie, va du coup se retrouver dans une tranchée qui peut être déjà bétonnée et en partie avec de la tôle. Donc elle va bénéficier aussi de cette structure. Voilà, donc ça dépend aussi des offensives et de qui gagne et qui perd. Émilie, j'espère que j'ai répondu en tout cas à votre question. Une question technique de Valentin qui a 7 ans. Comment avez-vous fait pour faire entrer et tenir le char d'assaut dans cette position? Ah, alors ça j'aime bien les questions aussi sur l'envers du décor et la vie du musée parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Du coup, je vais vous le remontrer, ce char d'assaut. Je vais te le remontrer, Valentin, mais aussi à tout le monde parce que sa position effectivement est assez particulière. Je vais me mettre un peu de côté. Vous allez apercevoir ce qui se trouve un peu derrière, j'espère. Au fond, il faut vraiment regarder sur la gauche du char. En fait, il y a une porte avec des fenêtres. Quand on est à l'extérieur, on peut le voir. Et ce char est sur une pente assez importante. C'est pour ça qu'on a sécurisé d'ailleurs pour que personne ne tombe. Valentin, pour que tu comprennes bien, le char, il est arrivé sur un camion. Il est arrivé dehors et il a fallu, avant que les travaux soient finis du bâtiment, il a fallu le hisser. Et à l'arrière, on a mis des grosses cales. L'avantage, c'est que comme il n'y a plus son moteur à l'intérieur, il n'est pas aussi lourd que ce qu'il l'était à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il tient. Et il ne tombera pas. Il ne tombera pas. Donc si tu es déjà venu et que tu l'aimes bien, ce char, Valentin, eh ben, tu pourras revenir. Mais du coup, tu auras l'œil pour cet indice. Et ce sera pour tout le monde du coup. Voilà. Y a-t-il une autre question? Une dernière question. Où est situé le monument dédié à Charles Péguy? Le monument qui est dédié à Charles Péguy. Alors en fait, il y a deux choses qui sont dédiées à Charles Péguy et à ses hommes. La stèle, qui reprend aussi sur une plaque un des poèmes de Charles Péguy, se trouve à un croisement à l'entrée du village de Villeroy. Il y a une grande allée d'arbres et on ne peut pas trop louper. Il y a une table d'orientation qui vous permet aussi de comprendre cette journée du 5 septembre 1914 lorsqu'il se prend une balle en pleine tête et qu'il tombe. La deuxième endroit où on va aussi rappeler l'histoire de Charles Péguy, c'est une tombe collective où il se trouve encore auprès des hommes avec lesquels il a combattu. La famille l'a laissé avec ces hommes, certainement parce qu'il savait que ça devait être important aussi. Son nom est indiqué sur une grande liste sur une stèle. Et au musée de Villeroy, avec Philippe Braquet, on peut voir un des képis de Charles Péguy, un des vrais. Et ça, c'est extraordinaire. C'est comme de venir ici, on voit des vrais objets. Et c'est une histoire que Philippe Braquet connaît très bien. Et grâce à lui aussi, on a encore une fois beaucoup d'informations. Marie, est-ce que c'est bon pour ce dimanche ?
C'est bon, les auditeurs te remercient, ils ont trouvé ça passionnant. Super. Eh ben, je suis très contente si ça vous a plu. Toute l'équipe, hein, évidemment, vous remercie de répondre présent. J'espère que vous avez passé un bon moment cet après-midi, que ça vous a donné envie de découvrir aussi les autres rendez-vous qui vous sont proposés tout au long du mois de novembre, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les grands, parce que finalement, si on garde un peu son âme d'enfant, on a voilà, juste une façon de découvrir. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis à bientôt aussi. Moi, je vous donne rendez-vous avec des poilus d'aujourd'hui, le 29 novembre. Je donne rendez-vous à tout le monde le 11, surtout avec Diane, pour questionner les mémoires de guerre. Le 15 novembre avec Mathieu, pour parler justement des femmes dans la Grande Guerre. Il vous parlera de beaucoup de choses aussi. Avec Maude, pour découvrir un artiste d'aujourd'hui, Henri Landier, qui est exposé actuellement dans nos salles permanentes et qui a eu une rencontre avec Macorlan. Voilà, quelqu'un qui vivait aussi en Seine-et-Marne, donc terre d'histoire, terre de mémoire. Et puis avec Marie-Jeanne, un do-it-yourself autour de l'artillerie. Il y aura également un conte avec Sabine Richard et une conférence avec Éric Anceau sur la guerre de 1870, puisque notre parcours au musée commence avec la guerre de 1870, l'après 1870. Voilà, à très bientôt. Encore un grand merci à vous et on se retrouve de toute façon avec les questions, les commentaires s'il y en a encore par la suite. À très bientôt. Hop.